Cosa, agence de communication et e-commerce. On dit souvent que c'est quand tout va bien qu'il faut investir. On sait bien que cet investissement IA, il n'était pas possible avant puisque la technologie n'était pas là. Donc j'allais dire, on n'a pas le choix. Donc ça veut aussi dire certainement que dans pas mal d'entreprises, c'est des choix qui sont pas juste cornéliens, qui sont des choix parfois vitaux. Ça veut dire que est-ce qu'on embauche plus de personnes d'un côté ou est-ce qu'on se sépare de certains profils pour aller chercher des profils à l'extérieur, embaucher ou débaucher à la concurrence aussi. C'est une stratégie RH qui fonctionne bien. Bienvenue sur Mediarama, le podcast qui explore les médias sous toutes leurs coutures. Nouvelles tendances, nouveaux formats, nouveaux modèles économiques, l'impact de la tech et de l'intelligence artificielle sur notre écosystème. Mediarama est un podcast produit par Cosa, cabinet de conseil et agence créative, au service notamment des médias. On accompagne nos clients de la stratégie au produit. Conseil, recherche de financement, design, développement, acquisition d'audience, on peut vous aider. Alors, envie de dire bonjour ou besoin d'un conseil, contactez-moi en m'ajoutant notamment sur LinkedIn. Vous cherchez François Desfossés et je vous réponds rapidement. Allez, c'est parti et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Israël. Alors j'allais dire expert IA dans les médias et direct quand on discutait tu disais que tu n'es pas un expert, qu'il y a peu d'experts en la matière, donc on va dire aujourd'hui consultant et voilà, donc quand même un peu expert sur l'IA, t'accompagnes pas mal de médias, mais je vais te laisser te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ça fait quand même quelques années que tu évolues dans ce petit écosystème des médias, tu as été longtemps côté médias et puis depuis quelques années indépendant. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases ? Ouais, salut François, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir un honneur, j'allais dire, d'être au micro de Mediarama. Alors, je suis journaliste, toujours, et j'allais dire avant tout. Ouais. J'ai eu la chance de passer, comme tu disais, plus de 15 ans maintenant dans des fonctions managériales, donc des responsables dans des médias comme rédacteur en chef, directeur adjoint de rédaction, dans des boîtes publiques, privées, à la radio, pour France Inter notamment, en presse, Libération, Tamedia en Suisse. Et je suis un peu comme j'aime bien définir un peu mon rôle comme un chef d'orchestre. Ouais. Un chef d'orchestre du changement qui met à l'unisson l'édito évidemment, le produit, la tech, le business, le marketing, pour jouer une partition qui joue à la fois les besoins des utilisateurs, mais qui sert une vision business. Ça veut dire que c'est quand même une industrie qui doit être, j'allais dire, à l'équilibre, soutenable, voire dans le meilleur des cas, profitable. Donc en un mot, voilà, moi je suis un change agent, comme disent les Américains, donc un agent du changement, en bon français, avec un focus particulier depuis 2 ans maintenant sur l'IA. Ouais, et tu l'as dit, t'as mentionné Tamedia, t'habites en Suisse maintenant. Donc. Ouais, j'ai la chance de partager mon temps entre Zurich et Paris, ouais. Et puis d'avoir un peu le meilleur des deux. Zurich est un vrai carrefour techno. Il y a beaucoup d'ingénieurs de Google, de Meta notamment, presque 8000 en tout, personnes qui bossent pour eux. Et du coup, beaucoup de startups, une grande vitalité sur l'innovation, sur le partage des connaissances, et puis l'université de Zurich qui est un des lieux cœur au niveau mondial de la recherche d'innovation, notamment en IA. Donc ça permet aussi d'être dans un écosystème. Et t'es pas loin de Paris. Exactement. Donc je disais, depuis 2 ans, effectivement, tu t'es un peu spécialisé sur l'IA. Donc c'est pour ça que je te fais venir et tu travailles notamment sur pas mal de programmes autour de l'IA. Avant qu'on entre dans le détail, tu peux, et ça permettra un peu de teaser un peu ce dont on va parler dans cet épisode. C'est quoi tes semaines type récemment, parce que tu voyages pas mal, faut le dire. Ouais, alors j'ai beaucoup voyagé ces dernières semaines pour des missions. J'ai fait, ces derniers mois, j'ai fait 2 fois le tour du monde en 6 mois, donc c'est beaucoup. Ouais. C'est presque parfois un peu trop, mais mon temps est réparti en 3 grandes catégories. Il y a d'abord toute la partie, j'allais dire veille, active, passive, la lecture, les newsletters, les podcasts, etc.
La prospection, évidemment. Les clients. Quand on est indépendant, il faut quand même aller chercher les missions. Il faut d'abord pouvoir vivre de son activité, donc les contacts clients, la relance, les updates, voilà. Et puis le suivi administratif, les devis, facturation, taxes, impôts, etc. Ça, c'est la partie, j'allais dire chiante qu'on peut aussi déléguer en grande partie à des outils IA. Ça sert aussi à ça. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure. Exactement. Ça peut être intéressant. Il y a pas mal aussi de consultants qui écoutent le podcast, donc ça peut être intéressant aussi de voir sur le côté admin un petit peu comment tu gères tout ça. Les 5 toolbox, 5 outils dans la toolbox. Le deuxième partie de mon temps, c'est le suivi des projets, tout simplement, la préparation des livrables, puisque on bosse quand même. On oublie de le dire parce que beaucoup de gens pensent que consultant, c'est on parle juste. Ouais. En fait, on travaille, on produit beaucoup. C'est la partie immergée de l'iceberg. Exactement. Et c'est vraiment ce qui prend le plus de temps, parce que ça doit être extrêmement pertinent et adapté à la demande des clients. Et puis la troisième partie, mais je la distingue, c'est l'exécution de la mission en elle-même, avec le suivi, la mise en œuvre. Le suivi, la mise en œuvre. Et là, on est vraiment sur le terrain, c'est le rendu de ces livrables. Le partage, qui est absolument essentiel et qui est pas toujours la partie la plus évidente dans des contextes notamment de crise comme on connaît en ce moment, avec des pressions de timing, des pressions financières, des pressions RH aussi fortes sur la conduite du changement. Et puis toute la partie, je pense, qui englobe le tout, c'est la communication aussi autour de tout ça. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas un exercice avec lequel forcément tout le monde est hyper à l'aise. Ça nécessite de se mettre un peu en avant et de faire du personal marketing ou de personal branding. C'est pas forcément la chose avec laquelle je suis le plus à l'aise. Voilà, faire un post LinkedIn me prend plus de temps que parfois la moitié d'une mission. C'est un don. Il y a certaines personnes qui sont vraiment douées pour ça. D'autres, ça coûte un peu, faut se forcer, mais c'est indispensable, effectivement. Donc c'est des trois grandes catégories. Le temps est très variable suivant les périodes de l'année, mais je pense que le maître mot pour tout, c'est anticiper. C'est-à-dire que c'est la seule manière, en tout cas moi, que j'ai trouvé pour pouvoir encaisser la saisonnalité de l'activité, les variations. Il y a des périodes de creux. Alors j'en ai pas trop connu pour l'instant, je touche du bois. Mais surtout encaisser les pics d'activité et les moments de crunch un peu où on a plusieurs missions qu'il faut livrer en même temps, qui se superposent, ou quelqu'un qui t'appelle en te disant en fait j'ai besoin de la semaine prochaine de 2 jours alors que tu les as plus, et que faut essayer de les rentrer. Et puis mettre les voyages, on oublie aussi ça, mais logistiquement bosser moi j'ai la chance de bosser beaucoup à l'international. Mais ça veut dire aussi beaucoup de voyages parfois qui durent plus de 8 ou 10 heures, et donc ça aussi il faut le prendre en compte. Au début je l'avais un peu sous-estimé, et aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui dans le temps de la mission compte comme du temps de travail à part entière. Oui, parce que tu peux perdre une journée dans un avion, quoi. Tu peux perdre une journée, bosser bien sûr, mais en tout cas ou dormir. C'est du temps que tu récupères pas par ailleurs, quoi. Mais mon premier bureau c'est le train. Clairement. Ok, top. Donc, on l'a dit, tu bosses sur pas mal de programmes. Je voudrais donc justement commencer par le premier. C'est le programme qui s'appelle Newsroom AI Catalyst, qui a été lancé donc par OpenAI et la Wanifra. Et donc, c'est d'ailleurs ce projet qui m'a fait dire, tiens, c'est quand même intéressant et ça pourrait être bien que tu viennes un petit peu raconter ce que tu peux raconter. En l'occurrence, tu nous diras s'il y a des choses que tu peux pas nous dire. Donc, c'est un programme qui a été lancé il y a déjà quelques années. Enfin, quelques mois, septembre l'année dernière. Septembre, on va arriver sur la première année. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce programme ? Ouais, très simplement, c'est un programme donc qui a été proposé par Wanifra, qui est donc la première association mondiale des éditeurs de presse, et qui est financé par OpenAI. Donc le programme. Ça veut dire que c'est exactement comme ce que faisait Google, Meta, enfin Facebook à l'époque, ou Meta. Ouais, le GNI, exactement. Tous ces programmes. Ils financent des programmes. Ça veut dire ils n'ont pas de droit de regard particulier sur le déroulement du programme ou la sélection des newsrooms qui vont y participer. Et il n'y a absolument aucune contrainte d'utiliser un outil d'OpenAI, un ChatGPT ou autre, dans le cadre du programme. C'est vraiment un soutien à l'innovation, à l'adoption de l'IA par les entreprises de médias. Et j'insiste aussi sur entreprises de médias parce que le programme s'appelle Newsroom. Donc évidemment, les rédactions sont centrales dans les organisations de médias. Mais le programme soutient vraiment l'adoption au niveau de l'entreprise entière. Donc ça englobe aussi la partie marketing, les fonctions support, etc. Et donc les cas d'usage des 128 newsrooms qui sont accompagnés quand même sur 4 continents pendant 18 mois, qui bénéficient de ce programme, c'est des grands groupes internationaux qui ont déjà des équipes parfois de plus de 10-15 personnes dédiées à l'IA. C'est des groupes locaux, ultra locaux, des leaders nationaux, des outsiders, des challengers. Donc il y a vraiment toute typologie d'éditeurs. Exactement. Et c'est quoi les critères de sélection ? Donc c'est la Wanifra qui pilote quelque part. Et qui choisit.
Tu peux expliquer un peu le processus de sélection? C'est des promos, des batchs? Je sais pas Ouais, comment c'est des cohortes, comme on dit. Donc, des cohortes de 15-16 médias à chaque fois. Donc, en veillant, Wanifra veille à d'abord ce que ce soit des membres de Wanifra, mais c'est gratuit. La première condition. Il faut être membre. Et c'est gratuit pour ces membres qui sont sélectionnés. Donc, c'est-à-dire que tout le monde n'y a pas forcément accès directement. C'est vraiment une volonté. Un projet, il y a une checklist à remplir qui est assez complète pour dire voilà où en est l'entreprise, quel est son projet, quelles sont ses idées de développement, essayer d'évaluer un peu la maturité technologique, j'y reviendrai, ou de la maturité à l'adoption technologique de l'entreprise, et de voir comment le programme va pouvoir bénéficier à cette entreprise. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans la majorité des cas, quelle que soit la taille, c'est vraiment la volonté et le fait que ce soit des early adopters, des gens qui soient vraiment au début de leur parcours, de leur propre parcours, de leur propre parcours. Pas par rapport au marché, c'est relatif, quoi. Exactement. Et vraiment, je pense que la diversité des cohortes au sein de chaque cohorte est une richesse énorme, parce que c'est vraiment de la discussion d'entre les pairs, quelle que soit la taille ou la maturité, que les principaux bénéfices arrivent. On peut apprendre d'une toute petite entreprise très agile quand on est soi-même un grand groupe qui peut être parfois englué dans des procédures de décision un peu complexes, même quand on pense avoir l'agilité. Oui, on pense toujours l'avoir. De l'extérieur, on voit bien que c'est pas le cas. Voilà, donc c'est vraiment un avantage compétitif, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui a été démontré. On y reviendra certainement. C'est pas une question de moyens financiers forcément ou de ressources immédiates. C'est vraiment une question de volonté et d'engagement dans ce processus de changement. D'accord. Donc ça ne coûte rien aux médias qui est sélectionné. Avant qu'on rentre un peu sur les projets et ton rôle là-dedans, juste pour bien comprendre, est-ce que c'est un programme qui est toujours ouvert? Il y a toujours des sélections? On peut toujours s'inscrire, candidater plutôt que s'inscrire? Alors, il y a déjà eu 2 cohortes en Europe, donc une trentaine de médias qui ont été servis. Dont des Français? Dont des Français, bien sûr. Tu peux citer? Je peux citer, oui, par exemple, il y a eu la Dépêche du Midi, que j'ai eu le plaisir de coacher, Webra, que j'ai eu le plaisir de coacher aussi. Il y en a eu d'autres aussi en Suisse, en Allemagne, en Espagne, dans toute l'Europe. De médias en France. Trentaine de médias en Europe. En Europe, pardon. Dont une petite dizaine en France. On peut toujours candidater. Il y a surtout là une deuxième cohorte qui s'ouvre, une cohorte avancée pour des médias qui ont déjà participé à la première cohorte. Déjà au niveau 2. Voilà, qui sont un peu plus, qui ont besoin d'un soutien souvent plus technologique, ou de crédit, de tokens, tout simplement. Et là, OpenAI évidemment fournit des tokens pour des produits OpenAI, mais voilà. Et puis il y a des cohortes là qui viennent d'être ouvertes pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La deuxième cohorte latino-américaine va débuter aussi en septembre. Je vais repartir à Bogota pour ça début septembre. Donc il y a encore des places ouvertes, mais pas forcément en Europe pour des primo-débutants. D'accord. C'est pas une subvention, il n'y a pas d'argent versé pour le projet, c'est une aide quelque part. Il y a des tokens, donc là quelque part ça représente une économie puisqu'en fait c'est de la puissance, mais c'est plutôt un accompagnement sur des projets. Complètement. C'est un accompagnement mis à disposition, etc. Exactement. Il y a 2 parties, que moi je remplis d'ailleurs dans ce programme. La première partie, c'est vraiment un programme, j'allais dire théorique d'accompagnement avec des modules théoriques. Ça commence 2 jours en présentiel au début du programme, 2 jours en présentiel à la fin. Et puis sur les 3 mois que dure le programme, toutes les semaines, il y a soit un module théorique, soit un coaching d'accompagnement sur le projet, en l'occurrence un prototype qui doit être fonctionnel à l'issue du programme. Et donc voilà, avec un ensemble d'experts qui interviennent sur les modules théoriques et de coachs qui accompagnent les équipes. Et donc moi je remplis ces doubles casquettes. J'allais dire ton rôle là-dedans, toi, t'es je suis coach. Voilà, je suis d'abord facilitateur, comme on dit. Donc je délivre le programme avec des modules qui sont assez intensif parce que c'est 2 fois 2 jours en présentiel dans chaque média pour l'ensemble des médias. On réunit tout le monde dans une capitale au début du programme. Donc là il y a 2 jours de réflexion intense sur la stratégie, sur les présentations de l'écosystème médiatique, sur les derniers développements de l'IA. On fait 5 des 10 modules théoriques quand même sur ces 2 jours, donc c'est extrêmement intense. Il y a un gros atelier stratégique, un gros atelier produit aussi, donc des ateliers que j'anime aussi. Et puis ensuite, en alternance, donc des modules de coaching, des modules de formation. Moi, j'accompagne donc entre 3 et 5 équipes dans chaque cohorte pour vraiment être coach au plus près du projet. Donc ça va de la définition, j'allais dire, du produit
jusqu'à la mise en place technologique du prototype. Et là, pardon, je t'interromps, mais c'est média par média, chacun planche sur son propre produit, prototype, etc. Donc, ils sont un peu partout dans une salle et tu passes de table en table pour essayer de les aider sur leur projet. Ils sont pas mélangés à ce moment-là. Au début, ils sont mélangés. Les 2 premiers jours, ils sont mélangés. Sur l'écosystème, etc. Après, c'est chacun chez soi et on fait les modules de coaching en distanciel, une fois tous les 15 jours. Et puis, on se retrouve à la fin du programme, 2 jours tous ensemble dans une autre capitale pour présenter les prototypes le premier jour et puis surtout deuxième jour faire, j'allais dire, le gros du boulot, c'est-à-dire définir la suite de la roadmap, des leviers actionnables, mettre tout ça dans un business plan et avec des budgets, ce qui est souvent une étape. Quelles ressources tu vas mettre en face parce que là c'est eux qui prennent le relais quelque part. Exactement. Et ils prennent le relais et ça doit être soutenable. On a un gros atelier sur monétisation, mais surtout soutenabilité, parce que le fait de pouvoir financer à échéance de 3 à 6 mois, 1 an, c'est toujours possible. Par contre, en faire un produit viable qui soit soutenable dans le temps, dans le cadre de la stratégie de l'entreprise, ça c'est toujours c'est toujours un challenge. Ouais. Grosso modo, on va peut-être rentrer justement dans des exemples un peu de projets, ce que j'ai pas du mal à croire, mais soit les projets se ressemblent, mais c'est difficile d'imaginer tant de projets différents justement soutenables comme tu dis. Il y a plein d'idées qu'on peut avoir, des POC, etc. Mais après, pour passer vraiment à l'exploitation et que ce soit rentable, ça me paraît un peu plus compliqué. Est-ce que tu as des exemples justement de cas d'usage qui ont été testés, qui sont un peu soit sympas, qui ressortent un petit peu du lot ou que tu vois souvent parce qu'en fait, il y a un vrai besoin? Alors d'abord, ton intuition est la bonne. La majorité des cas d'usage qui vont être développés, parce qu'on veut qu'ils soient soutenables et efficients, ils ne sont pas originaux du tout. Ouais. Ils répondent à des besoins qui sont, j'allais dire, universels. On constate les mêmes qu'on soit au Pakistan, au Chili, en Allemagne ou à Singapour. Les besoins d'édition, de transcription, de production de contenu, d'amélioration SEO, de génération de titres, sont exactement les mêmes. Ouais. Alors après, évidemment, les contraintes, notamment linguistiques, on y reviendra peut-être plus tard parce que c'est un point qui est je pense, extrêmement intéressant, y compris dans ce que véhicule l'IA en termes presque idéologiques. Quand on travaille en Inde avec 22 langues officielles et plusieurs dizaines de dialectes, oui, t'as des cas d'usage qui peuvent un peu différer, effectivement. Voilà. En fait, derrière transcription, on a une brique technologique et une brique linguistique qui est absolument, qui est énorme et qui est très très différente d'un projet sur lequel, comme j'ai pu faire avec les États-Unis, ou voilà, tu peux faire 20 projets aux États-Unis en américain avec des modèles préentraînés. Ouais, ça prend 10 secondes. C'est sur étagère presque. Voilà. Travailler avec un média qui, paradoxalement, va avoir des millions d'utilisateurs, parce que là, on parle de volume quand on parle de l'Amérique latine ou du Brésil ou de l'Inde. Moi j'ai eu des cas d'usage, je vais revenir tout à l'heure sur l'Inde, qui sont absolument dingues. Donc des cas d'usage un peu particuliers, il y en a, il y a des belles success stories aussi, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir qu'il y a beaucoup de cas d'usage, comme je disais tout à l'heure, qui sont centrés sur le contenu, mais qui servent l'entreprise. Et donc il y a des cas d'usage notamment dans le domaine de l'analyse d'audience, plus côté étude de marché ou analyse d'audience des publics, ou commercial, génération de propositions commerciales par exemple. Ça dans les médias, c'est pas forcément, si, en termes de revenus et de temps passé par les équipes commerciales à générer des propositions, c'est un gain de temps absolument énorme et elles peuvent reconcentrer leur temps sur le lien direct avec le client, etc. Donc ça, c'est des cas d'usage qu'on a vus et qui sont un peu loin de ce qu'on peut imaginer de la génération des vidéos ou transformation d'un communiqué de presse en draft d'article. On a aussi évidemment ces cas d'usage là, mais c'est pas les plus originaux évidemment. Ouais, c'est clair. Et justement, en fait, si on entre un peu dans le détail, comme tu l'as dit, il y a vraiment toute typologie d'éditeurs, du local, du national, du pure player. Et tu disais, ils doivent être un peu tôt dans leur process sur l'IA. Tu vois des grosses différences entre ces médias, entre cette typologie de médias? Alors, la typologie du média en tant que national ou pas, etc., fait assez peu de différence. Ce qui compte, c'est vraiment est-ce que les gens se sont mis à l'IA ou pas? Ouais. Et souvent, ceux qui s'y sont mis de manière même parfois très personnelle, c'est-à-dire pour répondre à leur propre cas d'usage. C'est souvent comme ça dans les médias. C'est pris par une ou deux personnes un peu. Ouais. Et c'est souvent là qu'on a les meilleurs résultats parce qu'il y a déjà eu une phase, un pré-phasage presque de réflexion, donc aussi de réflexion éthique, de problématiques RH, de définition des cas d'usage. Ce qui fait la plus grosse différence, à mon sens, en tout cas dans le programme, c'est vraiment la pratique de l'anglais ou pas, parce que la brique, on voit que les modèles sont entraînés, principalement en anglais et avec des corpus de documents qui véhiculent une idéologie, une vision du monde très occidentale.
Et donc évidemment, quand on travaille, là je coachais une équipe au Pakistan en pleine guerre, ou quand on travaille sur de l'Inde ou sur le Chili, on est sur des corpus et des langues différentes et qui apportent aussi une approche différente de la technologie, du rapport à l'investissement. Il y a certaines newsrooms qui n'ont pas les moyens, par exemple, en termes de ressources, de payer le billet d'avion pour se rendre à la deuxième partie en présentiel parce que c'est trop cher. Bon, ça, en fait, dans les contraintes et la définition des cas d'usage et les ressources allouées au projet, ça va quasiment être aussi, voire plus important que la maturité ou l'envie d'aller développer un custom GPT pour aller faire de l'édition de communiqué de presse, quoi. Ouais, carrément. Les billets d'avion ne sont pas payés par le programme dans ces cas-là pour les déplacements? Non, c'est la seule chose qui n'est pas prise en charge, c'est l'hébergement et la logistique pour se rendre. Ce qui est honnêtement une partie aussi qui permet d'éprouver la motivation des équipes dans une partie des cas. Et évidemment, les lieux choisis sont des lieux qui sont suffisamment normalement desservis et de manière suffisamment abordable pour que tout le monde puisse, pour que ce soit pas une barrière à l'entrée. Ouais. D'accord. Mais plutôt un chèque de motivation. Voilà, c'est un peu de commitment, quoi. Exactement. C'est histoire de dire, voilà, que vous le faites sérieusement et c'est pas juste, vous venez un peu faire les touristes quelque part. Il y a un peu d'argent mis, donc ils ont envie d'aller au bout. Chaque équipe signe un commitment act qui est assez précis et qui les oblige à participer et à dédier du temps. C'est là le plus difficile. Au fil du projet, les 2 jours au début et à la fin, il y a un côté un peu exotique. On se rencontre, on va quelque part et puis on est bloqué, donc on travaille. Mais arriver à tenir cet engagement sur le moyen terme et à l'inscrire dans la dynamique globale de l'entreprise, c'est aussi un des enjeux auxquels on fait face. Là, tu disais qu'il y avait déjà des cohortes qui allaient au stade 2, donc qui sont déjà dans le programme depuis un moment. Est-ce que je reviens sur ma question des beaux use cases, est-ce qu'il y en a certains dont tu peux parler de manière un petit peu plus spécifique? Tu as parlé de choses qu'on connaît, de la transcription, de l'aide à la titraille, mais est-ce qu'il y a des projets qui ont avancé avec un certain niveau de maturité, qui sont donc, que vous sentez soutenables, comme tu dis, sustainable, c'est le terme, et dont tu peux parler? Bien sûr. Une des métriques les plus complexes mais les plus efficaces à observer, c'est l'impact. Et on voit que des projets simples de boîte à outils, par exemple, qui ont été mis en place, alors parfois, c'est des briques toujours composites, hein. Il y a beaucoup d'OpenAI, de ChatGPT dans les briques. L'assemblage dans une boîte. Pas mal de Claude pour faire l'interface utilisateur, voilà. Mais en quelques jours, il y a plusieurs rédactions qui ont réussi à développer des boîtes à outils qui sont utilisées quotidiennement par plusieurs dizaines, voire centaines de journalistes. Et donc, en termes de temps gagné, notamment, on a des process qui sont passés parfois de 1h30 ou 2 heures sur de la correction de copie à moins de 15 minutes, avec, au lieu de 2 personnes, une seule personne sollicitée. Donc là, on a des impacts dans les workflows, dans les process de production qui sont vraiment mesurables et de manière, j'allais dire, industrielle, bénéfique. Dans les trucs un peu rigolos, on a en Inde, dans cette province de l'Est de l'Inde, qui est énorme en termes de population, un journal régional qui est plutôt d'ailleurs connu pour l'investigation et son travail de journalistique un peu pur, mais qui a décidé de travailler sur l'engagement lecteur et qui a mis en place un quiz généré par l'IA sur une partie des articles. C'est un succès phénoménal en termes d'engagement. Ça correspond aussi à une attente culturelle un peu différente dans la consommation de l'info. Par contre, en termes de consommation de tokens, on s'est pris vraiment un mur parce qu'on s'est rendu compte au bout de quelques semaines que ça marchait tellement bien que quelques tokens pour une requête multipliée par des millions d'utilisateurs quotidiens, ça représentait des sommes qui vraiment étaient à mettre en face du retour sur l'investissement. Ça veut pas dire dur à mesurer, c'est de l'engagement, donc peut-être les gens s'abonneront, je sais pas quel est le modèle, mais... Exactement, c'est un modèle d'abonnement, mais là, on mesurait le temps passé sur les papiers. C'était un chiffre impressionnant, on était presque à 50% de plus sur des articles courts, donc vraiment avec un temps, parce que on s'aperçoit que les lecteurs revenaient pour relire le papier une deuxième fois quasiment pour pouvoir répondre. Voilà. Ça, c'est pas mal. Hein. Et en fait, dans la définition des questions, l'IA était bien meilleure que même un journaliste qui allait s'amuser à le faire, beaucoup plus rapide. Et donc ça, c'est un cas d'usage qui, encore une fois, c'est moins grandiloquent que de l'investigation sur l'image satellite, mais en termes de résultats effectifs, c'est énorme. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est en Allemagne, du côté de Stuttgart, une équipe qui a mis en place un scrapper de notes de conseils municipaux qui, en fait, à partir de ces notes de conseils municipaux, fait une partie de fact-checking en les confrontant aux documents sources financiers, par exemple, des budgets, etc. On sait qu'on peut dire ce qu'on veut dans un conseil municipal, il faut quand même vérifier. Mais qui, à partir de ça, fait des drafts qui permettent soit à l'hyperlocal de produire des contenus, soit à des journalistes de rubriques qui suivent, je sais pas moi, la mobilité, l'environnement, l'éducation, que sais-je, d'avoir des idées, des exemples, sur lesquels ils peuvent ensuite continuer à creuser. Ça marche super bien. Game Minded Rats Radar, c'est vraiment un super exemple.
Et puis peut-être au Pérou, un projet que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu plus complexe technologiquement et qui s'appuie sur des grosses bases de données que les journalistes ont constituées au fil des années. Donc c'est aussi une revalorisation différente d'un travail qui a déjà été effectué. C'est un outil qui permet de faire de la corrélation et de surveiller les conflits d'intérêts potentiels chez les députés qui se présentent ou qui se représentent. Et ça combine une analyse de leur patrimoine, de leurs liens familiaux avec différentes personnalités. Et puis même, ça détecte les conflits d'intérêts dans les lois qu'ils défendent pour voir s'ils sont pas en train de se servir un peu de leur poste, de leur statut pour défendre leurs propres intérêts. Avec une interface graphique hyper bien faite, hyper disponible c'est pour le journaliste ou même pour le public. lecteurs. Disponible pour le public, c'est une base d'intérêt public. Ça rejoint un petit peu ce qu'a fait sous une forme beaucoup plus brute, mais très efficace, Disclose sur les documents, sur les enquêtes administratives ou les enquêtes publiques sur les grands projets de construction. Et voilà, là on est dans du pur journalisme. On est vraiment dans quelque chose dans la production éditoriale, mais avec une couche d'UX, un dimensionnement et un traitement de volume de données qui leur a été totalement impossible de faire à la main. À la main. Ou alors tu choisis vraiment quelque chose de très niche et tu te spécialises dessus. Là, ils peuvent faire du gros volume. Exactement. Ça, c'est pas mal. Tous ces projets-là leur appartiennent. C'est pas des choses qui sont destinées à... Je pense, par exemple, dans le fond Google, à l'époque, il y avait quand même une dimension derrière de partage, de mise à disposition. Ils encourageaient un peu l'utilisation de licences ouvertes, etc. pour leur techno. Est-ce que là, il y a une dimension un petit peu de partage, de mise à disposition de tout ça ou pas du tout? Le programme porte cette dimension de partage puisque les séances de présentation sont ouvertes. C'est en présentiel avec l'ensemble des participants. Ouais. Chacun doit partager d'ailleurs pas seulement le prototype en tant que tel, c'est une partie minime de la présentation, mais surtout les challenges qu'ils ont rencontrés, les leçons apprises, les étapes suivantes. Et puis il y a cette communauté ensuite qui est constituée de l'ensemble des participants qui vit sur Circle, qui est une plateforme collaborative avec un chat, avec des échanges de contacts. Et là, on voit que voilà, c'est aussi la richesse de ce type d'organisation telle que Wanifra, c'est de faire vivre des communautés avec des gens qui ont des intérêts pas forcément identiques, mais convergents. Ouais. Et là, on a vraiment cet échange, beaucoup de relations interpersonnelles qui se créent et qui derrière continuent à exister ou à revivre avec des collaborations sur des projets plutôt régionaux ou transnationaux. Et puis surtout, je pense un éveil de curiosité qui est absolument fabuleux parce que moi, je vais être très honnête, en tant que coach, et j'apprends autant que ce que j'apporte aux équipes en termes d'accompagnement, mais c'est une source d'inspiration, c'est aussi une source permanente qui nous rappelle combien il faut être humble et combien la simplicité parfois est beaucoup plus efficace, efficiente que de se jeter dans des programmes trop complexes. Ouais. Et l'échange entre pairs, alors dans les règles pour les initiés de Chatham House, c'est-à-dire que voilà, ce qui s'échange et ce qui se dit dans ces cercle-là a plutôt vocation à y rester. C'est ce qui permet aussi d'avoir la plus totale, j'allais dire, honnêteté, transparence dans ces échanges et donc à dévoiler aussi ses contraintes, ses difficultés, voire ses échecs. Parce qu'en fait, de ce programme, on apprend autant des échecs que des réussites. Si c'est pour que tout le monde arrive à la fin en disant on a tout fait de ce qu'on pensait, le MVP est rempli et puis on a plus 50% sur toutes nos métriques, bon, personne n'y voit. Enfin, on est content, mais personne n'y croit. Donc... Personne n'y croit, on est d'accord. Ouais, donc il y a cette dimension effectivement d'apprentissage, d'échecs, etc., et d'acculturation au-delà d'imaginer derrière avoir un MVP rentable et monétisable, quoi. Tout le monde y gagne. C'est l'acculturation de maître mot. Évidemment. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'on le fait. C'est exactement ça. C'est quoi les grands enseignements que tu tires de ces accompagnements? Les grands enseignements, c'est que d'abord, il n'y a pas de mauvaises, j'allais dire de mauvaises pratiques. Il y a que de bons échecs. Ouais. Et que la première chose, c'est que on le cite souvent comme un garde-fou dans les chartes ou c'est l'humain dans la boucle, hein, human in the loop. Moi, je préfère dire que c'est l'humain d'abord. C'est human first. C'est-à-dire que il sert à rien de commencer à développer même un prompt. On peut se dire, mais c'est rien, c'est juste un prompt. Non, parce qu'on prompte sur quelque chose, sur un besoin qu'on croit avoir identifié. Donc, d'abord réfléchir à quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'on veut en faire, pourquoi on veut le faire, avant de commencer à le faire vraiment. Et ça, c'est vraiment l'enseignement. Donc, ça commence par de la réflexion humaine, ça commence par des gens qui se posent et qui réfléchissent entre eux. Et ça passe souvent par une dimension aussi de réflexion éthique, qui doit être, si c'est pas un prérequis, en tout cas, qui doit arriver au début de la réflexion. Parce que les questions que ça soulève sont toutes en cascade, imbriquées avec des dimensions éditoriales, des dimensions financières, des dimensions d'organisation, RH, etc. Donc, la réflexion et la supervision humaine, c'est pas juste maintenir la rigueur journalistique, prévenir le plagiat, etc. C'est vraiment avoir
des lignes directrices, des protocoles éthiques clairs pour l'utilisation de l'IA dans l'entreprise. Mais c'est pas trop limitant, ça, justement? C'est un cadre trop limitant que tu te mets, alors que justement, tu devrais un peu pouvoir tout faire à ce stade? Non, parce qu'une charte, ça peut être très simple, ça peut être très court, et surtout, ça évolue. Je veux dire, chaque nouveau modèle apporte son lot de nouveautés, de choses qu'on croyait des problèmes qui ne le sont plus. Mais la brique essentielle, c'est identifier des besoins ou des problèmes qui sont réels et pas utiliser l'IA pour dire je fais de l'IA ou voilà. Il y a une petite tentation parfois dans même des très grosses entreprises de dire on crée une structure IA au sein de l'entreprise qu'on n'interconnecte absolument pas avec le reste, ni de la vision de la stratégie, de la vision ou de l'organisation et des process, et puis on croit régler le problème. Toute ressemblance avec la création de directions numériques il y a une certaine, à une certaine époque serait tout à fait réelle. Voilà. Et la seule bonne pratique, j'allais dire, c'est commencer. Il faut y aller. Il faut commencer petit. Il faut itérer, mais il faut y aller. Il faut commencer et il faut se lancer. C'est la bonne transition vers ma deuxième partie. Alors, avant de fermer ce chapitre-là, donc sur ce programme Newsroom AI Catalyst, c'est encore ouvert, c'est membre. Donc, si vous êtes membre de la WANIFRA, regardez sur le site, les inscriptions, etc. La WANIFRA communique beaucoup dessus, justement, sur un peu tout ce qui s'est fait, les projets, etc. Il communique pas mal dessus. Alors, il communique d'abord à l'encontre des membres et des autres membres. Il y a une grande présentation à Cracovie en mai dernier au Congrès international organisé par la WANIFRA. Il y avait presque 1000 personnes présentes, donc ça fait déjà une belle caisse de résonance. Il y a eu beaucoup de marques d'intérêt après d'ailleurs cette présentation qui montrait une partie des cas d'usage dont j'ai parlé. Et évidemment, c'est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous êtes membre ou pas encore membre, mais que vous identifiez ce programme comme étant, correspondant à vos besoins, n'hésitez pas à contacter le WANIFRA ou à me contacter et puis à faire remonter ce besoin. La continuité de ce programme sera aussi en fonction de la demande. Ouais, bien sûr. Donc c'est important ça de le dire. Merci Christophe. Donc je voulais effectivement maintenant plus peut-être parler pour les médias qui ne sont pas dans ces programmes et donc des tips et bonnes pratiques. Tu commençais à le dire un peu, faut y aller. Mais par où commencer justement? Alors on est maintenant là en juillet 2025, donc j'imagine que la plupart des médias se sont posé la question. Certains sont très avancés, y compris en France. J'imagine d'autres petits éditeurs ont testé les choses dans leur coin. Mais par où commencer pour, au-delà du geek en interne qui teste un truc pour lui? Est-ce que tu as une manière, toi, de quand tu vois un média qui dit « Ouais, je sais que je dois le faire, j'ai pas eu trop le temps, j'ai le nez dans le guidon. » Par quoi je commence? C'est quoi le playbook? Ouais, exactement. Non, d'abord, tu l'as dit et c'est hyper important de le rappeler. La majorité des médias ne se posent plus la question de savoir s'il faut y aller. Ce qui était encore le cas il y a même 6 ou 9 mois. Exactement, mais c'est vraiment très récent. Ouais, ça va tellement vite que là, effectivement, je pense que plus personne se pose la question parce qu'on se l'est déjà posé. Exactement. Donc maintenant, c'est comment l'utiliser et puis comment l'intégrer dans les process quand c'est déjà des entreprises existantes. Ouais, comment passer à l'exploitation, de l'exploration à l'exploitation. On a l'habitude de dire ça aussi dans le news, quand on a un breaking news. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un breaking news? Faut rien faire, justement. Faut se poser, il faut réfléchir. Il faut pas surréagir. Là, c'est un peu la même chose. La première chose, c'est pas de commencer à faire de l'IA ou à prompter, c'est de se poser la question de savoir pourquoi on pense avoir besoin de l'IA et comment ça pourrait aider, ça vient après. Donc la première chose, c'est faire un état des lieux de sa propre stratégie, de sa propre vision et de savoir pourquoi en tant que média on existe et qui on sert. Je dis ça parce que c'est très souvent la brique que beaucoup même d'administrateurs dans les boards ou de managers à très haut niveau pensent avoir déjà réglé et pensent ne pas avoir besoin d'y revenir dans le cadre d'un processus qui concerne l'IA. Alors que c'est évidemment par là qu'il faut commencer. Et quand on n'est pas capable de définir en une ou deux phrases la raison d'être de son média, son why, exactement. Petite pensée à Thomas Carola. Exactement, que je salue et qui défend âprement cette valeur absolument essentielle et enfin ce principe absolument essentiel. Si on n'a pas ça, on est mort. On peut faire ce qu'on veut derrière, ça marchera pas ou ça marchera moins bien ou ça donnera l'illusion que ça marche pendant un certain temps. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'état des lieux qui va avec, c'est-à-dire les audiences, les process, les contenus, qu'est-ce qu'on produit, pour qui, comment. Ça, c'est déjà avoir une vision claire de ce qu'on fait et de où on est. Et à partir de ça, on peut réfléchir au quoi. Et qu'est-ce qu'on veut faire, à quel endroit du process, pour quel type de personnes, en interne, en externe, les deux, etc. Et là, ensuite, c'est là qu'on peut vraiment commencer, j'allais dire, à décliner ça. Quand on sait par où commencer, on peut réfléchir à comment on va le faire, avec qui, et surtout, pour combien. Ouais. Combien d'argent, combien de ressources. Ça peut être des ressources qui sont pas directement monétaires ou financières, mais à la fin, tout se traduit
en argent. Parce que c'est du temps. Et surtout dans un rapport qui est souvent une des notions qui est les plus complexes, en tout cas dans les rédactions, qui est très très mal maîtrisée, qui est le ROI, le revenu sur investissement. C'est-à-dire qu'on peut dépenser beaucoup d'argent dans un investissement qui va rapporter très peu, et là c'est pas bon. On peut dépenser très peu, le fameux quiz, pour un retour sur investissement, s'il est bien défini et avec une métrique bien claire, qui va pouvoir être très bénéfique et rapporter beaucoup. Ça dépend de ce qu'on a. Pas forcément de l'argent, mais ça peut être, voilà, on parle beaucoup en ce moment de fidélisation, d'engagement, de connexion directe avec les audiences. C'est des choses qui ne se valorisent pas forcément tout de suite en monnaie sonnante. Tu peux le faire dans un business plan, tu peux l'imaginer, tu peux projeter, mais c'est pas immédiat, quoi. Mais c'est pas immédiat. Mais c'est vraiment déjà, c'est ce process-là qui compte. Et puis après, évidemment, dans l'approche de l'IA, il y a des bonnes et des mauvaises pratiques. Mais c'est d'abord cette route-là qu'il faut emprunter. Et malheureusement, il n'y a pas de raccourci. Non, il n'y a pas de raccourci. Donc, c'est vraiment prendre de la hauteur, se poser sa raison d'être, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, une fois qu'on est clair là-dessus, à qui on s'adresse et voir dans son processus les endroits où on pourrait améliorer les choses et combien ça peut rapporter ou faire économiser. Exactement. Et puis, avoir une vision claire de sa chaîne de production et donc souvent, de chaîne de valeur. Claire. Elle est souvent pas très claire. Alors que si on la met en théorie, voilà, il y a 7-8 grandes étapes dans lesquelles il y a à peu près une quinzaine, une vingtaine de tâches qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire de l'idée à la distribution d'un contenu, ce workflow éditorial, il est le même avec des nuances évidemment pour chacun. Mais si on n'est pas capable de partir de ça, j'allais dire, vaut mieux vraiment s'arrêter plutôt que de faire des mauvaises choses. Justement, c'est quoi les erreurs qu'on peut faire dans des approches IA des rédactions? Alors, on l'a dit, effectivement, si t'as pas pris cette hauteur, mais tu vois quand même souvent les mêmes erreurs qui sont faites? Ouais. La première, la plus grave, on vient de la donner, c'est quand il n'y a pas de stratégie claire, ce qui fait qu'on fonce dans la première idée ou les premières idées qui viennent. Un peu shiny qui dit « Ah, ça c'est cool, c'est marrant ». Puis souvent avec un impact immédiat très fort. C'est-à-dire qu'on remplace un processus, par exemple, existant par un custom GPT. On se dit « Putain, mais ça marche super bien ». Bah ouais, ça marche super bien, mais ça va marcher que là et que pendant un temps. Donc ça, voilà, pas de stratégie claire, échec assuré. L'erreur aussi que je vois souvent, mais qui est très humaine, encore une fois, c'est de ne pas impliquer les journalistes ou les utilisateurs finaux dès le début. Et ça, c'est quelque chose, dans le phasage, comme on dit, du projet, certains considèrent, et je dis pas que c'est une erreur, ça, encore une fois, il n'y a pas de solution unique pour tous, mais que finalement, il vaut mieux commencer un petit comité, on commence par réfléchir à 2, 3, 4, et puis une fois que tout ça est bien mûr, on peut le présenter au reste de la rédaction ou aux gens qui vont vraiment utiliser les outils qu'on est en train de mettre en place. Non. Non, le premier feedback peut-être de la première phrase qui va venir quand on va parler du sujet va être aussi importante que les semaines qu'on va perdre à essayer de le faire dans son coin. Donc, il faut vraiment, y compris quand ces utilisateurs sont des résistants. Ouais. Et ça va avec la deuxième erreur, je pense, qui est d'éviter les résistances, les stratégies de contournement. On se dit, le service éco, ce serait super pour tester ça sur le scrapping de data, mais il y a machin ou machine. Il voudra pas, et puis en plus, il est syndiqué, et puis machin. Donc, voilà. Ouais. Non. Il faut faire l'inverse. Il faut prendre ce cas d'usage, prendre cette personne, réfléchir comment la pédagogie, les conseils personnalisés, une communication claire aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire. Et puis des démonstrations en réel, avec un accent mis sur le fait que l'IA est toujours un partenaire. C'est pas un substitut, ça peut aider à surmonter les résistances. Et c'est non seulement du temps de gagner, mais c'est en plus, comme on dit, du buy-in. C'est-à-dire qu'on gagne la confiance aussi. Et parfois, c'est un vecteur pour reconstruire une relation de confiance avec des collaborateurs ou des collaboratrices qui ont peur. Et le dernier point, je pense, qui est plus difficile à même penser dans ce moment où tout va si vite, c'est la formation continue. Et on revient à l'anticipation. Anticiper dès maintenant que on est dans une phase, certes, qui pour beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices est encore une phase de découverte. Faut pas oublier qu'en dehors de nos entreprises, Chapaz disait que notre ministre de l'intelligence artificielle disait que 75% des Français n'utilisaient pas l'IA au quotidien. Bon, la fracture numérique, elle est aussi là. Elle est là. Et elle est aussi dans nos effectifs de collaborateurs et de collaboratrices. Donc, pensez dès maintenant à la formation, j'allais dire initiale, la découverte, l'apprentissage, mais aussi à la formation continue, d'autant plus essentielle que les technologies vont vite. Extrêmement vite. Changent quasiment d'une semaine ou d'un mois sur l'autre. Et que de nombreux utilisateurs vont avoir besoin de ça pour être non seulement mis en confiance, mais rester en confiance et utiliser ces outils sur le moyen terme. Ça va trop vite, ça change, etc. Exactement. Donc, c'est pas déconnant de se dire un média chaque année forme ses effectifs. Peut-être que ça arrivera à maturité à un moment donné et qu'il n'y aura plus besoin, mais voilà, en tout cas, la formation continue pour tout le monde. Ouais, ouvre des espaces, moi je crois beaucoup à ça, ouvre des espaces en interne, collaboratifs, où chacun peut
On parle de sandbox, de bac à sable quand on développe des sites ou des apps. J'aime bien, moi, adapter ce principe-là ou penser à l'adapter ce principe-là à l'ensemble des collaborateurs qui peuvent faire joujou. Donc, se doter d'outils, d'un portail interne. Je sais que, par exemple, France Médias Monde, avec qui on a travaillé, ont développé leurs propres outils. Alors, qui, comme tu disais, des composites, c'est-à-dire qu'ils sont venus plein de briques d'outils existants, mais accessibles en interne facilement pour tester des choses de traduction, de transcription, Et puis collecter du feedback, collecter du retour utilisateur. C'est la plus grosse richesse. On y viendra tout à l'heure peut-être sur un autre sujet, mais écouter les utilisateurs, les observer, agir et interagir avec les outils. On apprend beaucoup plus de ça que simplement de se poser tout seul c'est clair. Dans une pièce pour essayer d'imaginer ce qui pourrait être. C'est clair. Partons de ce qui est. Voilà, puis justement des gens qui connaissent pas, qui auront des retours qui seront intéressants, etc. Est-ce que on en parlait un peu? Est-ce que tout ça coûte cher? Parce moi, on travaille avec des médias tous les jours. Enfin, les capacités d'investissement ne sont malheureusement plus là. Il n'y a plus beaucoup de gras pour tester l'innovation, etc. Est-ce que ça coûte cher de mettre de l'IA dans nos processus de production? Ça coûte cher et c'est devenu une composante de la fameuse discussion du build or buy. Donc, est-ce qu'on fait en interne ou est-ce qu'on externalise? Est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on essaie de construire nous-mêmes? Et je crois qu'on revient à cette notion de ROI. Un investissement, il ne se mesure, j'allais dire, que par l'impact et l'efficience qu'il a in fine. Ouais. C'est pas toujours évident de définir ces valeurs ou ces métriques, ni de les mesurer une fois qu'elles sont en place. Mais l'investissement, on dit souvent que c'est quand tout va bien qu'il faut investir. On sait bien que cet investissement il n'était pas possible avant puisque la technologie n'était pas là. Ouais. Donc j'allais dire, on n'a pas le choix. Donc ça veut aussi dire certainement que dans pas mal d'entreprises, c'est des choix qui sont pas juste cornéliens, qui sont des choix parfois vitaux. Ça veut dire que est-ce qu'on embauche plus de personnes d'un côté ou est-ce qu'on se sépare de certains profils pour aller chercher des profils à l'extérieur, embaucher ou débaucher à la concurrence aussi. C'est une stratégie RH qui fonctionne bien. Ouais. Alors on n'est pas sur les volumes financiers de Meta qui piquent à OpenAI, c'est meilleurs ingénieurs. Centaines de millions de dollars par personne. 3 à Zurich la semaine dernière, 3 fois bonus de 100 millions à l'entrée. Donc c'est hallucinant. C'est juste petit aparté. On perd pied d'une certaine manière. C'est hallucinant, mais ça veut bien dire aussi. C'est des ressources tellement rares. Et puis ça montre vite. Et puis ça montre aussi, il faut aller vite. Elles sont là. Et puis c'est aussi ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que on se dote d'une personne avec ses compétences, mais surtout on en prive son adversaire ou compétiteur direct. Et j'allais dire, c'est ça ce qui justifie l'investissement à cette hauteur-là, qui est, je partage ton point de vue, hors de propos. Et voilà, on perd un peu pied quand on pense à ces chiffres-là. Mais l'investissement, il est nécessaire. Et encore une fois, il ne nécessite pas de beaucoup forcément d'investissement. Au départ, je veux dire, un abonnement à 20 € à un GPT Pro, par exemple, alors, ça peut être un Claude, Perplexity, peu importe, suffit souvent pour une grande partie des collaborateurs et collaboratrices pour se faire la main et une idée très précise de comment eux, dans leur pratique quotidienne, ils pourraient intégrer l'IA. Oui. Et ça, en fait, ça a une valeur qui dépasse largement les 20 € et qui nécessite pas encore à ce stade un vrai gros investissement, etc. On parle de 20 € par personne et par mois pour déjà faire beaucoup avec un vrai retour sur investissement. S'il y avait des compétences à internaliser, demain tu étais à la tête d'un média, est-ce qu'il y a des... Je mettais dans mes questions de prompting ou du product management, éthique, est-ce qu'il y a des vraiment... on a vu dans des rédactions, enfin des responsables, des rédac chefs, IA, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a des compétences à internaliser quand on est alors un média peut-être déjà de taille moyenne, quand on est un tout petit média, je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que c'est important de baliser et de structurer son développement IA. Donc ça passe par des personnes qui ont du temps pour le faire. Ça peut être des gens qui existent déjà dans l'entreprise et qu'on détache ou qu'on dédie à ces fonctions-là. Je pense que c'est important d'avoir des gens qui viennent de la rédaction, du produit, du marketing, de l'audience et de les mettre ensemble. Le secret, et c'est une des conditions d'ailleurs pour participer au programme AI Catalyst, c'est d'avoir des équipes cross-fonctionnelles, comme on dit, donc qui conjuguent les expertises de différents secteurs. Et on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur les équipes numériques à l'époque. Alors, j'ai eu la chance d'être à la tête d'une partie de ces équipes pour des grands médias en France ou à l'étranger. Et ça dépend toujours de la structure et de la mentalité de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que former une équipe de killers qui va essayer de porter tout seul ou toute seule une stratégie IA, ça marchera pas. Par contre, si on connecte cette équipe à l'ensemble des autres services, là, on a une responsabilité d'abord qui est collective,
dans la démarche de changement. Et c'est pas une garantie de réussite à 100% de cette conduite du changement, mais ça évite quand même les heurts. Ça veut dire aussi que il faut une saine pression sur le résultat et la vitesse d'exécution, mais il faut aussi créer le temps et l'espace pour la discussion, pour la pédagogie, pour pour montrer la démonstration par l'exemple, et pas simplement avoir une idée de retour sur investissement massif et immédiat. Voilà. Donc c'est aussi, encore une fois, une question d'état d'esprit de l'entreprise. Et donc évidemment, internaliser les ressources essentielles, c'est important. Je pense que l'ouverture sur l'extérieur et l'échange avec ses pairs l'est encore plus. Et on voit le succès de certaines communautés qui se sont créées depuis quelques mois ou années, dans lesquelles des experts ou des spécialistes de chaque média, de chaque secteur échangent de manière assez libre, ouverte, jusqu'à des choses qui, il y a quelques années, étaient des chiffres sur les revenus publicitaires ou sur des pourcentages qui étaient un peu des secrets bien gardés. On voit que ça n'altère en rien la compétition, ça n'enlève en rien le fait qu'on est... Au contraire, quoi. Mais ça permet quand même d'avoir une approche qui est beaucoup plus, à mon avis, proche du besoin des utilisateurs, et qui permet de faire de meilleures décisions, de prendre de meilleures décisions dans cette logique de est-ce qu'on internalise ou est-ce qu'on externalise. Ce que tu dis là, c'est intéressant, c'est peut-être quand on arrive à maturité, quand les technos sont on est un peu au début, t'as un peu encore une espèce d'avantage compétitif, t'as l'impression que tu dois garder un peu secret, etc. C'est quand ça devient un peu mature que tu partages plus facilement avec tes pairs, non ? C'est aussi une question de culture. En France, c'est pas quelque chose qui est forcément aussi développé que dans la zone germanique. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec l'Allemagne, l'Autriche. C'est des choses qui sont, j'allais dire pas monnaie courante, mais tout le monde partage, beaucoup plus répandues. En tout cas, c'est quelque chose qui est très naturel chez les Latino-Américains. Et à l'inverse, c'est pas tout à fait le cas dans pas mal de zones en tout cas avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler dans les pays asiatiques, par exemple, où il y a une culture de la réserve, plus que du secret d'ailleurs, mais en tout cas de la réserve et de la hiérarchie qui amène à ce que il y ait beaucoup moins d'échanges, en tout cas entre pairs. Ok, ça c'est assez intéressant. C'est une question de culture, effectivement, peut-être. Après, en France, je vois quand même que ça... Tu parlais sur la pub, je vois sur le marketing, je pense notamment à la communauté The Audiencers, où je vois dans les échanges, les gens partagent assez facilement leurs difficultés, leurs succès, etc. Il y a une vraie entraide, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'existait pas trop, effectivement, il y a quelques années. Donc, Moi, je me rappelle, au début des années 2010, ça existait. Alors, ça fait un peu dinosaure, mais au moment du boost de la vidéo sur Facebook, etc., le fameux pivot to vidéo, c'était vraiment... on faisait ça, on faisait des petits déj avec des gens de TF1, du Figaro, moi j'étais à Radio France, à Europe 1, puis à Radio France après. On échangeait de manière très... Mais c'était dans une dimension, encore une fois, qui était interpersonnelle, donc c'était quelques dizaines de personnes, c'était beaucoup sur des relations amicales. Là, avec Audiencer, je salue le travail de Marion et de Madeleine qui font un boulot à la fois sur le fond et puis avec une sympathie humaine absolue sur la forme. Et je pense que ça fait du bien, ça participe à la vitalité du secteur et ça fait du bien à tout le monde. C'est clair. Autre sujet sur lequel tu interviens et qui est aussi intéressant, c'est SynthID, la traçabilité du contenu IA. Donc c'est un projet de Google, en l'occurrence, une techno de Google qui a été annoncée il y a quelques semaines maintenant, notamment lors de leur conférence développeur Google I.O. Pour détecter les contenus générés par IA. Toi, tu as participé aux ateliers, je crois avoir compris. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est intéressant parce que c'est une des premières fois que DeepMind, qui est donc la branche dédiée à l'intelligence artificielle de Google, qui était au départ d'ailleurs une entreprise externe qui a été rachetée par Google, communique en direct sur un outil propre. Donc SynthID, Synth pour synthetic, donc synthétique, ID pour reconnaissance, identité. C'est une technologie de watermark invisible qui permet de labelliser, entre guillemets, ou de reconnaître les contenus générés par les outils IA de Google. Donc c'est intéressant parce que ce soit de l'audio, de la vidéo, donc de l'image, du texte, il y a un détecteur qui permet de reconnaître ce watermark. Et à un moment où VO3, par exemple, a été déployé en France il y a 2 jours... Génération de vidéos. C'est tellement réaliste que l'œil humain ne peut plus détecter, même formé, ne peut plus à l'œil nu détecter, ou en tout cas différencier un contenu généré par l'IA, soit intégralement, soit retravaillé par une couche d'IA, ce qui est encore une subtilité supplémentaire. Et donc, SynthID, c'est un watermark, une technologie qui est suffisamment robuste
c'est important pour résister à des altérations, par exemple sur une image, du recadrage, des filtres, du bruit ou de la distorsion. Alors, elle n'est pas parfaite non plus. Il y a un très faible pourcentage de faux positifs ou de faux négatifs. Et elle peut évidemment être contournée par des bad actors, comme on dit, qui ont une connaissance technologique poussée et qui voudraient de contourner ces modèles-là, où il suffit d'en utiliser un autre tout simplement pour que ce soit pas détecté. Mais c'est un signal très fort aussi quand on voit Google. Et on connaît la relation complexe qu'ont les éditeurs. J'en ai fait partie avec Google. C'est-à-dire que Google est incontournable en termes de trafic, on a besoin. Et en même temps, on sait que ils captent une partie des revenus qui ne vont plus aux éditeurs, qui ont du mal à partager, qu'il faut parfois des procès à défaut d'accord pour pouvoir les emmener sur ce terrain-là. Il n'empêche que dans cet écosystème et ces relations complexes, il y a quand même un outil sur lequel l'industrie n'a jamais pu, en l'occurrence, soit se mettre d'accord, soit produire une telle norme ou un tel standard, ou tout simplement l'outil qui permet de reconnaître les contenus générés par l'IA. Et donc, je pense que c'est important parce que c'est de la technologie, c'est des pixels, des vecteurs, mais ça vise un objectif qui est bien plus noble et important et crucial pour les médias, qui est la provenance et la source, et donc une sorte de fiabilité pour restaurer ou consolider un principe de confiance qui est essentiel à la relation entre les médias et leurs utilisateurs. Ouais. Et si on pousse un peu l'idée, est-ce que parce que donc là, ça permet de détecter, d'affirmer qu'un contenu a été généré avec une des technos de Google, non altéré. Est-ce que ça pourrait devenir un standard de marché pour pouvoir identifier des contenus, alors soit générés par n'importe quel type d'IA, soit même justement non générés par des IA. En fait, aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a plein de faux positifs. Il y a des plateformes qui permettent de dire que c'est fait par des IA génératives, mais ça va être de moins en moins le cas. Mieux on sait prompter, plus les technos sont bonnes et plus c'est difficile de détecter. Ce côté watermarking, être capable de savoir qu'un contenu est original, est-ce que il peut y avoir un standard dans le marché? Alors c'est une vraie question parce qu'il y a d'abord c'est un projet qui s'ajoute aux autres. Il y en a déjà de nombreux. Il y a le News Provenance Project par exemple qui associe à chaque image des informations, on va dire presque infalsifiables pour certifier leur origine, ou le projet qui s'appelle Project Origin qui permet de suivre la trace d'un contenu tout au long de sa diffusion, y compris lorsqu'il alimente les modèles d'IA. Ce qui est hyper intéressant parce que c'est une des grosses questions aussi sur la rétribution, l'identification, puis la rétribution des droits d'auteur. Ça vient aussi en complément, alors là pour le coup d'un standard qui est le C2PA, qui est la technologie de signature et de traçabilité des contenus pour en garantir l'authenticité. Qui est un super consortium dont font partie notamment Google. Exactement. J'en parlais avec Raphaël Labbé de Wistrust qui en fait partie. Et je pense que ça va venir en complément de tout ça. Et de la même façon que c'est illusoire de penser qu'il y aura une techno ou un standard de certification qui résoudra les problèmes dont on vient de parler. Je pense qu'on est plus dans un bouquet de services, d'outils qui sont complémentaires les uns avec les autres et qui permettent aux gens dont c'est le métier, donc les fact-checkers notamment par exemple, qui ont participé aux outils de testing que j'ai animés pour Google, ou aux utilisateurs finaux. Pourquoi pas? On parle beaucoup dans les médias de comment est-ce qu'on labellise, comment est-ce qu'on identifie les contenus. Comment tu peux savoir? Voilà, il faut déjà commencer par être sûr de ce qu'on a et de ce qu'on fait. Parce que les médias produisent, mais ils utilisent aussi beaucoup de contenu, de photos par exemple, d'agences. Il faut aussi que ces agences, ces contenus puissent certifier la provenance et la fiabilité ou l'authenticité de ces contenus. Avec quand même une subtilité qu'il faut toujours rappeler et qui est j'allais dire essentielle. C'est pas parce qu'un contenu est généré par l'IA qu'il n'est pas digne de confiance ou qu'il ne véhicule pas une information vraie. Il faut distinguer le fact-checking quelque part de la manière dont a été produit le contenu. Exactement. On peut avoir des images vraies, totalement vraies, utilisées dans un contexte qui en font de la désinformation. Une image prise au Pakistan en 2005 qu'on va utiliser pour, illustrer un article sur Gaza le mois dernier, c'est un mésusage et donc là, il y a un risque de désinformation. À l'inverse, quand j'aime beaucoup les avatars par exemple, il y a beaucoup de présentateurs télé maintenant qui sont des avatars. Il y a un exemple très concret au Venezuela où le pouvoir en place, de plus en plus autoritaire, a utilisé des avatars pour en gros propager, la propagande du régime. Et il y a des journalistes qui ont répliqué avec d'autres avatars qui, eux, les ont protégés, qui leur ont permis de ne pas être exposés physiquement au risque de représailles, de censure, voire de persécution de la part du régime, mais qui ont utilisé ces avatars pour faire passer des messages et rétablir une certaine forme de vérité d'information, ou leur vérité de l'information.
Donc l'usage de l'IA générative et la question de la provenance, elle est bien plus complexe que simplement c'est synthétique, donc c'est pas beau ou c'est pas bon. Et donc il faut aussi se méfier des raccourcis de pensée là-dedans. Et encore une fois, c'est un outil, c'est une technologie, SynthID, qui va s'ajouter aussi à l'instinct journalistique, qui va s'ajouter aux autres outils disponibles et qui ne remplacera rien, mais qui peut devenir en tout cas, et Google a annoncé déjà un accord avec Nvidia par exemple, qui est assez énorme. S'ils arrivent à décrocher des accords ou des partenariats avec d'un côté d'autres constructeurs, producteurs par exemple de son, d'audio ou de vidéo, ou avec des médias derrière qui s'engagent à utiliser aussi ce détecteur à l'autre bout de la chaîne comme un outil de fact-checking, bah évidemment ça sera peut-être pas le standard, mais ce sera un des standards. Ouais, et puis c'est une initiative quand même pour essayer de réguler quelque part. Parce que là, tu parlais de musique, en l'occurrence, il y a quelques jours, cet exemple d'un groupe sur Spotify, The Velvet Sundown, je sais pas si t'as lu ça. 500 000, 500 000 écoutes et sur Spotify, hein, et qui en fait s'avère être un groupe qui n'existe pas, et que beaucoup accusent Spotify de l'avoir créé ou laissé faire consciemment parce que ça leur évite derrière de payer des droits d'auteur. Donc, certains se désabonnent même. Ouais, certains se désabonnent. Dans le modèle de Spotify, ça fait du volume d'écoute et ça fait de l'utilisation. Donc c'est un usage qui sert en tout cas le modèle de Spotify. Qui sert le modèle de Spotify. D'autant plus qu'il n'y a pas d'artiste à rétribuer à l'autre bout. Donc exactement. Même, voilà. Et c'est du temps d'écoute qui sera pas pour des vrais artistes. Bon, c'est un autre mini-sujet, mais on sent bien quand même quelque part qu'il y a ce besoin à un moment donné de pouvoir authentifier les contenus. Effectivement, tu l'as dit, c'est pas encore une fois, c'est pas parce que c'est synthétique que c'est pas bien. Il pourrait y avoir la super musique créée par IA parce que derrière c'est un artiste qui sait bien l'utiliser et qui fait des créations qu'il ne pourrait probablement pas faire, pas les moyens. Donc c'est plus complexe que ça, mais c'est intéressant au moins de savoir. Et juste pour préciser quand même les retours, cette techno elle a été annoncée, tu l'as dit, fin mai par Google. 2 jours après, moi j'étais à New York pour faire le premier atelier de testing avec une vingtaine de journalistes. Il y avait des gens du New York Times, du Wall Street Journal, des gens de chaînes locales, des fact-checkers de toute l'Amérique. On a fait le même exercice après à Singapour, à Londres et à Sao Paulo dans les 2 semaines qu'on suivit. Et les retours sont extrêmement positifs parce que ça sert un besoin qui est réel et que la techno fonctionne. Elle fonctionne pas parfaitement, mais ce qui est intéressant, c'est que les retours qu'on a capturés en temps réel, ils étaient partagés avec l'équipe de DeepMind et les ingénieurs de DeepMind qui étaient présents à chaque fois. Et donc, on a vu aussi, c'est assez rare de voir cette phase de développement d'un produit qui est pas public, mais sur laquelle les équipes travaillent, et de le voir en temps réel. C'est-à-dire d'un jour sur l'autre, parfois d'une heure sur l'autre, des éléments qu'on avait identifiés comme étant un peu défaillants ou à améliorer, étaient améliorés, corrigés, crafting en live. Exactement. Ça, c'est intéressant. Et donc, savoir si c'est utile ou positif, oui, évidemment. Savoir comment ce sera utilisé et ne pas en faire une fin en soi, évidemment. Tu as lâché le mot tout à l'heure, hein, la régulation, c'est aussi quand même ce qui permettra d'avancer, j'allais dire, et de, à défaut de les concilier, en tout cas de faire avancer ensemble les acteurs et de trouver des voies. Il y aura des actions juridiques forcément à certains moments. C'est sûr, il y en a. L'histoire des médias de la technologie est remplie, est remplie de ça depuis. En tout cas, encore une fois, on tape souvent quand même sur Google, mais là en l'occurrence, ça avance dans le bon sens, c'est une belle initiative. Et pardon, je t'ai pas posé la question, mais concrètement pour un journaliste, en quoi ça lui sert, c'est SynthID? Ça lui sert à pré-bunker, enfin en tout cas, ça lui sert à vérifier une intuition. S'il pense que, par exemple, un contenu qui se présente, on avait une vidéo où on avait des associations de défense de l'environnement qui nettoyaient les baleines avec des gros rouleaux à brosse. J'avais vu passer ça. Voilà, et ça, tu passes dans le détecteur, tu vois que telle partie de l'image est générée de manière synthétique, ou des images aussi au moment des feux à Los Angeles. Ouais. C'était extrêmement difficile de détecter des images générées, des images réelles, tant la réalité parfois peut prendre des formes qui nous sidèrent, incroyables. Et donc, c'est encore une fois, un fact-checker, en quelques millièmes de seconde, pareil sur de l'audio ou sur de la vidéo, depuis quelques jours, la brique vidéo est disponible dans le détecteur, permet d'avoir une information qui va croiser avec d'autres. Ouais. Encore une fois, un faux positif peut exister ou une vidéo non synthétique ne pas être utilisée en fait dans son contexte habituel. Donc, c'est un outil parmi d'autres. Il est disponible gratuitement sur abonnement, réservé à aujourd'hui un peu en bêta. Ouais, il est toujours en bêta, il est disponible donc gratuitement pour les journalistes qui s'inscrivent sur la liste d'attente. Vous pouvez vous inscrire sur la liste et puis contacter directement une partie des équipes. Les noms sont
Les noms sont publics. Les noms sont publics. Super. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai 2-3 questions encore pour apprendre un petit peu de hauteur, un peu prospective. Si tu devais parier sur une application de l'IA qui va vraiment bousculer les médias dans les 12-18 prochains mois. Tu as vu passer, toi, beaucoup de use cases, hein, notamment avec ce programme dont on parlait tout à l'heure de OpenAI. Est-ce qu'il y en a un de ces cas d'usage sur lequel tu parierais qui va un peu... que tout le monde va adopter dans les 12 à 18 prochains mois? Je suis incapable de répondre à cette question. Merci, Christophe. Je suis incapable de répondre à cette question pour la bonne et simple raison que si on s'était posé la même il y a 6 mois, c'était presque, ou 9 mois, c'était le début du programme. On était sur des cas d'usage totalement différents, radicalement différents, ou en tout cas différents dans leur traitement et leur manière d'exister. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on est sorti de la phase de découverte et d'un peu d'effet waouh, et qu'on est vraiment là dans une phase de maturité techno et d'adoption de l'IA qui est beaucoup plus, j'allais dire, pragmatique, qui s'intègre dans là ça y est, dans les roadmaps, dans les budgets. C'est pas quelque chose qui est juste une petite fantaisie ou quelque chose qu'on se force à faire. Donc c'est plutôt l'industrialisation des process. Donc chacun va trouver, voilà, ça. Je pense beaucoup aux transformations sur la partie distribution, la partie contenu, génération. On va retrouver une forme de radicalité du métier de journaliste, etc. Voilà, l'édition, c'est une partie qui est aussi déjà très travaillée, élaborée et qui donne de bons résultats. Je pense que toute la partie transformation des contenus, on parle de cette notion de contenu liquide qu'on peut transformer en n'importe quel. Ouais. C'est quand même très théorique aujourd'hui. Hein. Oui, c'est très théorique. Je connais aucun cas précis où c'est mis en œuvre de manière industrielle et voilà. Par contre, que ça ait un impact sur la transformation des contenus et puis sur les chaînes de distribution, les canaux de distribution et surtout la personnalisation des contenus à l'adresse des différents types de publics, voire des utilisateurs finaux eux-mêmes. Ouais. Là, je crois qu'il y a à l'échelle de l'individu. Là, je crois qu'il y a vraiment un champ d'action. On a eu un des projets, par exemple, qui était sur la production de newsletters à éditorialiser et pour la partie personnalisation. Et là, il y a des résultats qui sont absolument bluffants. Toujours un peu limité parce que dépendant des data dont dispose la machine. Oui, il faut se mettre à jour aussi, bien sûr, là-dessus. Donc, si on ne donne rien, on n'a pas non plus une pertinence et une granularité suffisante. Mais voilà, c'est une question de temps et plus l'utilisateur va se rendre compte que ça le sert, plus je pense qu'il y aura une frilosité qui va se lever sur le partage des data dont on sait que voilà, dans l'ère post-Facebook, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, partager sa data, c'est bien ancré chez les gens refusent les cookies. Hein. Certaines générations d'utilisateurs. Mais je pense que les plus jeunes, pas parce qu'ils sont moins informés, mais parce qu'ils ont bien conscience de ça, sont parfois plus enclins à partager certaines datas que moi, je considérerais comme sensibles, parce que justement, ça va servir cet affinage de leur profil et peut-être le service qu'ils vont avoir en retour. Et que, encore une fois, on est dans un échange, on est dans quelque chose de très contractuel et de très commercial. C'est une transaction, t'as raison, je te donne un peu de data, mais tu me donnes un meilleur produit en face. Exactement. Et je pense que ça, c'est ce qui va bouleverser pas seulement les médias, mais vraiment la manière dont on délivre le produit et la manière, surtout en tant qu'utilisateur, qu'on est tous aussi, on reçoit et on utilise ces produits. Ouais. Donc il y aurait tout le sujet effectivement de se mettre à jour sur les datas, bien s'équiper pour être capable de le faire. C'est un autre sujet pour les directions numériques, comme on disait tout à l'heure, même si elle n'existe plus en tant que telle. Est-ce qu'il y a un outil qui t'a récemment bluffé? On voit passer, t'as parlé de VO3, hein, qui est, je pense, évidemment bouleversé quand même si on s'y attendait. Je continue d'être complètement bluffé par les résultats de VO3. Est-ce que c'est celui-ci que tu citerais ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je citerais plutôt... On est en train de parler dans un micro. J'ai passé beaucoup d'années à la radio. Ouais. Et je pense que ce qui m'a le plus bluffé récemment, en tout cas, ou dans ma propre pratique, c'est les progrès faits par les modèles génératifs, justement, en audio, sur l'expression des émotions. Où là, on est quand même sur une accélération dingue. On change quasiment de paradigme. Les pauses, les soupirs, les hésitations, les variations de rythme, d'intonation, les inflexions, les accélérations, tout ce qui fait notre empreinte en fait de vocale. C'est devenu bluffant. Enfin, le réalisme, voilà. Je suis assez d'accord. J'ai une mini anecdote là-dessus, c'est que j'utilise pas beaucoup le mode conversationnel de ChatGPT, mais je l'ai réutilisé il y a pas longtemps. Ça devait être la semaine dernière. Et en fait, j'ai été choqué par les progrès et en fait, je lui ai demandé d'arrêter de le faire parce que ça me troublait. Mm-hmm. Tu sais, alors je dis elle parce que c'est de la voix féminine, mais elle me répondait avec, comme tu dis, des soupirs, elle double certaines phrases, enfin pas certaines phrases, certaines syllabes comme un humain. Et je dis,
Et en fait, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça alors que tu as déjà ta réponse, etc. Et tu vois, c'est par mimétisme, mais j'étais vraiment troublé. Bah, c'est exactement la même chose. Alors, avant ChatGPT, moi, c'était le modèle Sésame, qui était un peu l'un des premiers à faire ça en temps réel. Et c'est là où ça prend une autre dimension. C'est pas une réponse générée qui mouline pendant 10 secondes. Puis tu lis c'est du temps réel, avec couplé à l'aspect mémoire que maintenant les IA peuvent avoir de nos conversations passées, de nos requêtes, même de nos emails. Si tu veux ouvrir tes emails ou tes documents, tout ton drive, une IA, elle peut s'en inspirer pour faire des réponses. Donc c'est à la fois ce qui m'a bluffé. On a vraiment l'impression qu'on discute avec des êtres presque pensants. Et je pense aussi que c'est ce qui me rassure, c'est que sur la partie émotion pure, on est encore loin d'une émotion réellement humaine, et que je prends toujours cet exemple d'une voix qui se casse en direct à l'antenne sous le fait de l'émotion. Réécouter la dernière matinale de Léa Salamé et de Nicolas Demorand la semaine dernière. Moi j'ai bossé avec eux pendant plusieurs années, mais voilà, j'en ai encore les poils qui se restent, j'en aurais presque chialé derrière mon poste. On n'est pas encore à un niveau où on pourra reproduire ça. On pourra limiter. Oui, on pourra limiter. Mais pas avec tout ce que la voix a encore de particulier. Donc je pense que... Tant mieux. Tant mieux. Il y a encore un peu de chemin et ça nous laisse encore un petit territoire pour nous les humains. Allez, dernière un peu question. Est-ce que tu as une recommandation simple et actionnable si c'est un red chef, un patron de médias, écoute cet épisode, un truc à faire? Lancez-vous. Mais pas en tant que patron, lancez-vous en tant que personne. Prenez un abonnement, ça c'est bien, c'est un bon conseil, quoi que ce soit, mais faites-le vous-même. Il n'y aura pas de meilleur apprentissage, il n'y aura pas de meilleure formation online ou en présentiel, il n'y aura pas de meilleur consultant pour vous faire avancer sur ce chemin-là. Il faut se lancer. Et une fois que vous avez passé quelques heures, alors souvent ça devient quelques jours parce que l'effet d'aspiration est assez fort au début, il faut le dire. D'autant plus si vous arrivez directement dans les modèles dernière génération qui sont, on l'a dit, tellement bluffants que la marche peut être difficile à sauter. Et puis une fois que vous avez fait joujou et que vous avez plein de questions, là vous pouvez appeler des consultants ou des gens qui vont vous aider, pour vous aider à déployer tout ça, pour vous aider à accompagner tout ça. Mais voilà, il faut le faire, il faut se relever les manches et se mettre les mains dans le cambouis. Il n'y a pas d'autre dans le cambouis, comme je dis. Il y a pas d'autre solution. C'est bien vu. Et la dernière question de Mediarama, est-ce que tu as un truc cool à nous recommander, Christophe? J'ai un truc et surtout un mec cool à vous recommander. Le truc, c'est Hugging Face. C'est une plateforme, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est vraiment une des pistes d'avenir les plus intéressantes pour le développement de l'IA, c'est l'open source, qui permet pas simplement de contourner les grands modèles commerciaux, etc., ou les big tech, mais aussi encore une fois, de s'approprier pour en faire un outil au plus proche de ses propres besoins et de ses propres usages. Donc Hugging Face, c'est une plateforme qui est assez développée d'ailleurs sur les solutions dédiées aux médias. Et le mec cool, c'est Florent Daudens, que vous suivez certainement déjà sur LinkedIn ou d'autres plateformes si vous vous intéressez à l'IA. Il a un mindset incroyable, il est dans le partage, il est hyper ouvert et transparent. C'est un boss, il est très 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 fort. Et c'est un mec hyper cool. Donc voilà, open source de confiance, modèle collaboratif et responsable aussi. Ça sera peut-être un peu trop tech pour beaucoup, peut-être, ou certains de tes auditeurs, auditrices. Leur Discord est juste dingue. Ah oui. Donc voilà, c'est big up à Hugging Face. Top. Merci Christophe pour ton temps, bravo pour tous ces projets. Et voilà, tu mènes bien ta barque quelque part, tu es dans le bon créneau et je pense qu'il y a un vrai besoin en tout cas d'accompagnement parce que ça va vite, très très vite, tu l'as dit, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'acteurs, beaucoup de programmes, donc bravo pour tout ça, puis d'avoir ouvert un petit peu ces programmes, qu'on sache un petit peu ce qui s'y fait et merci d'avoir partagé ta vision. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt, salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.